Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Une ville en deuil, La Seyne-sur-Mer a enterré ce matin ses 3 pompiers morts en luttant contre le feu. Le feu qui a repris de la vigueur en Corse, un village l'a échappé belle. Et puis incendie aussi près de Nîmes. L'autoroute A9 a été coupée dans les 2 sens il y a 2h30. Un choix qui fait des vagues. La baisse des impôts annoncée par Jean-Pierre Raffarin est critiquée par la gauche, les syndicats, l'UDF et la Banque Centrale Européenne. Nous verrons dans le détail à qui elle va bénéficier. Le Premier ministre suggère aussi la suppression du lundi de la Pentecôte. Le retour des intermittents du spectacle sur le devant de la scène, manifestation à Paris et dans les grandes villes de France. Jean-Jacques Ayagon annonce un débat national sur la place de la culture. Il ne reviendra pas sur l'accord. Des opposants au maïs transgénique en accusation en Auvergne. Ils ont détruit des plants destinés à aider les malades de la mucoviscidose. Colère des associations. Faut-il imposer aux immigrés des cours de langue et d'instruction civique? La mesure est envisagée en Grande-Bretagne. En France, une expérience du même type est en cours depuis 2 mois dans une dizaine de départements. C'est l'enquête de cette édition. D'abord donc l'hommage aux 3 pompiers de La Seyne-sur-Mer. Rideau baissé, rue silencieuse, c'est toute la ville qui s'est recueillie au moment des obsèques. Un mince réconfort pour les familles des 3 hommes. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Sergent-chef Michel Giovannini. Mort au feu. Sergent-chef Georges Lahaye. Mort au feu. Sapeur première classe Patrick Zeda. Mort au feu. Derrière ces 3 noms, 3 hommes, 3 familles, 3 vies, aujourd'hui anéanties. L'hommage de la nation, par la voix de Nicolas Sarkozy, un éloge funèbre en forme de promesse et d'avertissement aux incendiaires. Nous ferons tout, vous m'entendez bien, tout, pour retrouver les coupables, les punir, les châtier, avec l'extrême sévérité qu'ils méritent. Peut-être un peu de réconfort pour les familles. Ce matin, avant la cérémonie, aux abords de la chapelle ardente, la foule se pressait encore pour témoigner sa compassion. Quand il faut payer de la vie humaine, c'est inimaginable la tristesse que ça paye. Nous fermons pour rendre hommage aux 3 pompiers qui ont péri dans le feu et pour essayer d'avoir le plus de monde possible pour soutenir les familles. À 9h30, les commerçants de la Seyne ferment boutique. Près de 2000 personnes assistent à la cérémonie et à la tristesse vient souvent s'ajouter la colère. Il faudra bien qu'on tire toutes les conséquences de ces incendies, c'est inacceptable. En tout cas, leur mort est inacceptable et notre place est là, quoi. Ils ne seront jamais oubliés, quoi. C'est des hommes courageux, tout comme tous ceux qui sont encore en activité, qui continueront à le faire. J'espère qu'un jour on classera leur métier comme étant un métier à risque. Des hommes courageux qui une fois de plus font corps. Des pompiers venus de toute la France et d'Italie apporter leur soutien aux familles et aux collègues de Patrick, Georges et Michel. Je sais pas de mots. Franchement, il n'y a plus rien qui sort. J'ai perdu 3 amis, je peux pas. Les familles commencent aujourd'hui leur travail de deuil. Les hommes du feu, eux, continuent leur lutte quotidienne contre les incendies. Des pompiers effectivement toujours à l'œuvre. Dans le Var, l'incendie est contenu, stabilisé selon eux, mais pas entièrement éteint. Ailleurs, dans le massif des Mordes, les patrouilles restent particulièrement vigilantes. Sur place, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. 414 mètres d'altitude, le col du Babaou, en plein cœur du massif des Morts. Une vue imprenable, mais l'accès est fermé, même aux chasseurs d'images. En ce moment, vous avez le plan incendie, et tout ce qui est accès au chemin forestier, tout ce qui rentre dans les massifs, c'est interdit. L'interdiction date du début de l'été. 4 incendies plus tard, on trouve encore des promeneurs. Les gendarmes mobiles sont venus renforcer la surveillance. On a juste demandé de voir s'il y avait des gens suspects sur la route qui leur paraissaient suspects, de signaler les brigades de gendarmerie. On a relevé le numéro de mise en circulation et on va prendre le nom du monsieur. En cas où il y a quelque chose qui se passerait dans les coins, peut-être qu'ils auraient vu quelque chose. Témoins ou suspects, toute personne croisée dans les massifs est contrôlée. Les gendarmes sillonnent la moindre piste, le moindre petit sentier. D'autres yeux travaillent avec eux. Vous rentrez sur les chemins là? Oui, nous on arrive. Vous faites tous les chemins forestiers, vous faites l'intérieur? On fait les pistes forestières. Vous n'avez pas vu beaucoup de monde? Non. Les agents de l'ONF, une aide précieuse, mais seuls les gendarmes ont le pouvoir d'appréhender d'éventuels incendiaires. Le feu, c'est bien sûr la hantise de ceux qui vivent dans la forêt. Je parle le soir pour avoir les gens qui parlent. Nous, on est très en surveillance, de toute façon. Voilà, alors, je vais vous dire en permanence. C'est normal, on a vécu 190, on sait ce que c'est.
Depuis 2 mois, les gendarmes patrouillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un travail indispensable, mais qui ne pourra jamais prévenir tous les incendies. Cet été, 22 000 hectares de forêt sont partis en fumée dans le massif des Morts. Oui, voilà pour les morts, mais ce soir c'est en Corse que l'inquiétude est la plus forte. Le vent a tourné dans la journée et au nord de Bastia, l'un des foyers qu'on pensait maîtrisé a repris de l'ampleur. Il a même menacé un village. Envoyé spéciaux Mathias Lyon, Nathalie Gallet. Le feu s'approche dangereusement d'Olmetta di Capocorso, leur village. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Passer cette crête, c'est mort. Hein. Les hommes d'Olmetta se relaient pour guetter l'avancée des flammes. Nous, on était à l'abri grâce au vent. Maintenant, eh bien, c'est notre tour. Vous avez peur pour vos habitations? Qui n'a pas peur? Vous savez, on est impuissant face à... Un feu qui cerne peu à peu le village, défendu par une trentaine de pompiers. J'ai pas autorité pour vous déloger, mais je vous conseille de redescendre. Contre ces feux qui descendent de la montagne, il faut intervenir au plus vite. C'est la mission de ces hommes de la sécurité civile. Dans cette poche, 1000 litres d'eau déposés là où les camions de pompiers ne pourront jamais monter. Au bout de ces tuyaux, plusieurs centaines de mètres en contrebas, ces militaires passent leur journée à éteindre les moindres fumerolles, un travail de fourmi. Ce soir, une épaisse fumée noire assombrit à nouveau le ciel de Haute-Corse. Le feu le plus important menace actuellement l'île Rousse. Seule bonne nouvelle, la pluie qui devrait enfin tomber sur l'île de Beauté ce week-end, après 3 mois de sécheresse. Voilà, notez enfin cet incendie, également près de Nîmes, sur la commune de Vergèze. Le feu a traversé l'autoroute A9, qui a dû être coupée dans les 2 sens. En fin d'après-midi, les Canadair sont intervenus. Le feu menaçait 3 habitations dans une pinède, mais aucune évacuation n'a été décidée. Et aux dernières nouvelles, l'incendie était sous contrôle. Face à cette recrudescence des feux, un peu de répit peut-être pour les pompiers, avec une dégradation qui arrive par l'ouest de la France, et même un avis d'alerte orange lancé par Météo France, alerte aux orages, sur les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales à partir de demain matin. Soyez donc vigilants, des précisions avec Patrice Drevet, ce sera à la fin de ce journal. Le débat sur les baisses d'impôts, le moins que l'on puisse dire, c'est que les annonces faites par Jean-Pierre Raffarin pour le budget 2004, on en parlait hier soir, font des vagues. Rappelons ses principales annonces, une baisse de l'impôt sur le revenu de 3%. Pour ceux qui ne payent pas cet impôt, la prime pour l'emploi sera augmentée de 500 millions d'euros. Enfin, le Premier ministre a annoncé une série d'allègements fiscaux. Ainsi, par exemple, le plafond pour les réductions d'impôt à la suite de l'emploi d'une personne à domicile est relevé de 2 600 euros à 10 000 euros donc, pour cette réduction. Alors avant de voir précisément à qui vont bénéficier ces réductions, les réactions politiques, elles sont nombreuses. Réactions recueillies par Pauline Revenat. La détermination du gouvernement à poursuivre le programme de baisse des impôts et des charges, ça n'a évidemment aucun caractère idéologique, c'est un caractère très pragmatique, très concret, rendre du pouvoir d'achat pour permettre aux Français de consommer, d'épargner, d'investir, d'embaucher, bref, de constituer un élément majeur pour préparer notre économie au retour de la croissance. Je trouve cette décision imprudente, parce qu'elle revient à reporter sur les plus jeunes, ceux qui ont 30 ans, 25 ans, 20 ans, 15 ans aujourd'hui, une charge qui va les plomber pendant des années, pendant 20 ans ou 30 ans, simplement parce que nous n'aurons pas eu le courage, nous, de mettre de l'ordre dans nos affaires. C'est une décision incompréhensible et absurde. Elle n'aura aucun effet économique sur la consommation. Elle profitera aux contribuables les plus privilégiés. Elle affaiblira l'État et les services publics à un moment où nous aurions besoin, au contraire, de renforcer l'éducation nationale, la recherche, les services sociaux. Et finalement, qui paiera? Ce sont les contribuables locaux, parce que toutes les dépenses que l'État ne pourra plus assumer, il les fera reposer sur les épaules des communes, des départements et des régions. Et puis l'ensemble des syndicats, hormis la CGC, dénoncent également la baisse de l'impôt, parlant de mesures socialement injustes et économiquement inefficaces. Et puis c'est à noter, la Banque Centrale Européenne évoque, je cite, sa grande inquiétude face aux récentes évolutions budgétaires. Alors rentrons dans le détail maintenant avec cette question précise. Qui va bénéficier de cette baisse? Réponse avec Elisabeth Esley. C'est logique et mathématique, plus on a de revenus, plus on va profiter de la baisse d'impôts.
Plutôt aisée, la famille Dupont fait partie des 2 millions de foyers disposant de plus de 50 000 euros par an, soit 328 000 francs, et qui vont très bien s'en tirer. En 2004, ils bénéficieront d'une baisse d'impôt maximale de 415 euros. Moins riche, la famille Durand ne verra qu'une petite différence sur sa feuille d'impôt. Comme 13 millions de foyers ayant des revenus compris entre 15 000 et 50 000 euros, l'année prochaine, elle paiera 55 euros de moins. Et la moitié des foyers non imposables, comme la famille Dupuis, seront les plus mal lotis. Ceux qui n'ont pas droit à la prime pour l'emploi parce que leurs revenus sont trop élevés, supérieurs à 15 700 euros par an. Ils ne ressentiront aucun effet de la mesure annoncée par Jean-Pierre Raffarin. Pour eux, 0 € de baisse d'impôt. En revanche, le gouvernement va faire un geste pour les Duchesnes, non imposables aussi, mais qui eux touchent la PPE, la prime pour l'emploi. L'année dernière, on leur a versé 250 euros. En 2004, ils auront 65 euros de plus. Autre question qui revient souvent, et si cette baisse était en trompe-l'œil? En effet, les impôts nationaux diminuent depuis 2 ans maintenant. Seul problème, dans le même temps, les impôts locaux ne cessent d'augmenter. Nathalie Moisan. Fontaine-le-Comte, près de Poitiers. Ses lampadaires neufs, ses trottoirs réaménagés, mais pour cette commune de 3200 habitants, la note est salée. 560 000 euros et une dépense étalée sur 2 ans. Le département, la région et l'État ont certes participé, mais les habitants paieront l'essentiel de la facture. Les demandes des habitants augmentent, ils ont besoin de plus en plus de choses. J'ai reçu par exemple ce matin 2 courriers, l'un demandant à ce que l'éclairage commence plus tôt le matin, l'autre demandant à ce que toute une partie soit goudronnée plus rapidement possible. Toutes ces demandes qui sont de plus en plus conséquentes, il faut un côté financier en face. Mais plus que les communes, ce sont les départements qui sont les premiers responsables de la hausse des impôts locaux. En rouge sur la carte, les plus fortes augmentations. C'est aux conseils généraux de financer l'allocation personnalisée d'autonomie, l'aide destinée aux personnes âgées dépendantes. On est encore en période de croissance pour l'allocation personnalisée d'autonomie et je pense que l'effort en direction des personnes âgées ne devrait que se développer et l'actualité fait qu'on peut penser qu'il y aura une croissance nouvelle qui sera de la compétence des départements. D'un côté donc, la facture de l'impôt sur le revenu s'allège. Une ristourne d'1,8 milliard d'euros pour les ménages l'an prochain. De l'autre, ils débourseront 1,5 milliard de plus cet automne pour financer l'augmentation des impôts locaux. Mais au total, l'opération n'est pas indolore pour tout le monde. Seule la moitié des contribuables paient l'impôt sur le revenu, alors que tout le monde s'acquitte de ses taxes locales. Enfin, dans cette interview au Figaro, Jean-Pierre Raffarin est aussi revenu sur l'idée de supprimer un jour férié pour alimenter un fonds au bénéfice des personnes âgées. Il se prononce pour le lundi de la Pentecôte. Nicolas Lemarinier, Diane Richard. Le Premier ministre a fait son choix. Ce sera le lundi de Pentecôte, une préférence qui rejoint celle des Français. Quitte à choisir, 24% d'entre eux préfèrent sacrifier ce jour férié plutôt que le 8 mai, évoqué dans un premier temps. Supprimer le lundi de Pentecôte, l'Église, première concernée, n'y est pas hostile. Depuis longtemps, cette journée est chômée, mais la fête de la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte. Pourtant, des rassemblements religieux ont lieu durant le week-end de Pentecôte, comme ici, dans les Yvelines, où 10 000 jeunes se réunissent tous les ans. Un jour en moins, c'est autant de prières en moins, alors les avis sont partagés. Je vais à la messe souvent, les lundis de Pentecôte aussi, avec toute ma famille, quoi. Donc si on travaille ces jours-là, ça nous embête, quoi. La grogne pourrait venir d'ailleurs. Jean-Pierre Raffarin souhaite que tous les Français participent à l'effort, y compris ceux qui ne travaillent pas habituellement les lundis, comme les commerçants. Mais supprimer un jour de repos, ça passe mal. Bah, déjà on n'en a pas beaucoup, parce qu'on travaille quand même un nombre d'heures déjà plus que certains. Donc je pense que ce serait délicat de le supprimer pour nous. Je n'ouvrirai quand même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la rue et que le week-end commence depuis les 35 heures, le vendredi midi jusqu'au mardi. Et puis le lundi de la Pentecôte, c'est l'occasion de nombreuses fêtes partout en France. À Nîmes, c'est un jour de feria, des réjouissances qui attirent 1 million de spectateurs sur plusieurs jours. Entre les personnes âgées et des retombées économiques importantes, le cœur des Nîmois balance. Encore un mot d'économie avec la confirmation hier soir d'un plan social chez Yoplait. 315 postes supprimés sur environ 2000. La direction estime qu'il n'y aura qu'une centaine de licenciements. Yoplait explique ses difficultés par une baisse régulière de sa part de marché.
La Corse et cette interpellation spectaculaire à l'heure où les attentats se multiplient. Un poseur de bombes a été arrêté en flagrant délit. Cela n'arrive pas souvent. La charge visait sans doute le trésor public. Claude Sampère. L'événement est assez rare en Corse pour être souligné. Hier après-midi, en plein centre d'Ajaccio, 3 hommes avec des perruques déposent à l'entrée de ce parc un paquet suspect. Intrigués par leur manège, un passant prévient les forces de l'ordre. Dans le sac, les policiers découvrent un engin explosif qui n'avait pas été amorcé. Ils se mettent alors en planque et dans la soirée, ils interpellent un homme qui venait allumer la bombe. C'est le premier flagrant délit réalisé par les services de police ici à Ajaccio depuis 2001. Je pense que c'est une affaire exceptionnelle et une très bonne affaire pour la police. L'auteur de la tentative d'attentat est un ancien nationaliste déjà condamné dans le passé. Il visait vraisemblablement une de ses administrations publiques. Cette arrestation au flagrant délit illustre en tout cas la volonté de fermeté annoncée par Nicolas Sarkozy. Mais au même moment, 2 autres attentats ont lieu en Haute-Corse. Le bras de fer engagé entre le ministre de l'Intérieur et les mouvements clandestins depuis le début de l'été se poursuit. Une opération anti-OGM qui fait couler beaucoup d'encre. Un champ de maïs transgénique a été partiellement détruit au mois d'août, près de Clermont-Ferrand. Une action qui provoque la colère, car il s'agissait de plants destinés à produire un médicament contre la mucoviscidose. Jérôme Sesquin, Vincent Bouffarty. Les anti-OGM ont une nouvelle fois frappé. Dans la nuit du 15 août, des inconnus ont détruit 10% de ce champ de maïs transgénique. Transgénique, oui, mais à des fins médicales. Car ce maïs produit de la lipase, un traitement contre la mucoviscidose. Ce sont des gens qui sont permis de rentrer déjà sur une propriété privée, de casser des maïs qui sont quand même porteurs d'espoir pour les enfants atteints de la mucoviscidose. Et malgré ça, les gens y cassent. Pour le laboratoire qui mène le projet, c'est la consternation. Il assure que le maïs transgénique est stérile, le risque de diffusion dans l'environnement serait donc nul. On brise les espoirs des patients qui ont besoin d'un nouveau médicament, on brise le travail de chercheurs et on prive, in fine, la France d'une nouvelle technologie. Les collectifs anti-OGM nient toute implication, mais refusent de condamner l'action. Les essais de plein champ, qu'ils soient thérapeutiques ou non, sont dangereux et font prendre des risques à l'environnement, font prendre des risques au niveau agricole, font prendre des risques, voire au niveau de la santé. D'un point de vue médical, ce nouveau traitement est pourtant une réelle avancée. Le gène animal de la lipase a été introduit dans des cellules végétales de maïs, un moyen de produire un traitement plus efficace et peu coûteux. Un espoir pour les familles concernées. Je pense aux 5000 patients qui sont atteints de cette maladie et qui tous les jours ingurgitent des dizaines et des dizaines de médicaments et qui tous les jours se battent contre la mucoviscidose. Et je vous assure que la mucoviscidose suffit à remplir notre vie sans qu'en plus on nous enlève un tout petit peu d'espoir. Le laboratoire, lui, menace de délocaliser à l'étranger si les faucheurs récidivent. Actualité sociale, on reparle des intermittents du spectacle. Nouvelle journée d'action ici à Paris où ils étaient plusieurs milliers et dans les grandes villes. Il s'agit, vous le savez, de protester contre l'accord signé avant les vacances et qui réforme leur régime d'indemnisation. Pas question de revenir sur cet accord, a répondu le ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon, qui a annoncé en revanche au même moment la tenue d'un grand débat national, encore un, sur la culture. Un débat qui commencera au mois de janvier et qui doit déboucher sur une loi cadre. La fronde des intermittents dure depuis 2 mois et demi maintenant. Et aujourd'hui, c'est assez rare, un arrêt de travail a été décidé sur le tournage d'un film. Un film à gros budget de Jean-Pierre Jeunet. Une action symbolique en fait avec l'assentiment du réalisateur. Pascal Deschamps, Thierry Breton. L'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise, c'est là que Van Gogh s'est suicidé à l'été 1890. C'est là qu'aujourd'hui Jean-Pierre Jeunet et son équipe tournaient une scène de son nouveau film, une histoire d'amour sur fond de Première Guerre mondiale. S'il vous plaît, c'est l'heure, on débraye. Merci. À 12 h, le tournage s'arrête. La production et les intermittents se sont mis d'accord sur un débrayage de solidarité de 2 heures. Jean-Pierre Jeunet n'a pas oublié qu'à ses débuts, ce statut lui a permis de subsister. J'aimerais bien m'adresser à Monsieur le Président de la République parce qu'il y a quelques mois, il m'a remis une médaille qui s'appelle la médaille du mérite. Et j'aimerais bien expliquer que pour faire un film, le metteur en scène n'est pas tout seul à avoir du mérite. Il doit s'entourer de techniciens qui eux aussi doivent être extrêmement méritants. Si Monsieur le Président de la République apprécie Amélie Poulain, il faut qu'il sache que sans intermittent, pas d'Amélie Poulain. Jean-Pierre Jeunet s'est battu pour que son film, coproduit par la Warner, se fasse en France avec une équipe 100% française. Des intermittents donc, qui vont cotiser pendant les 6 mois du tournage, mais qui pour la plupart ne savent pas ce qu'ils vont faire après. L'intermittent, c'est un statut qui permet que les gens puissent vivre justement de l'intermittence, enfin du fait que
les productions s'arrêtent à un moment et qu'on va repartir sur d'autres projets. Mais on a tous de toute façon connu des 6 mois de chômage et autres. 2 heures, pas plus, pour ne pas mettre en péril la production d'un film financièrement très lourd. Une action symbolique pour montrer que tous, du réalisateur aux machinaux, sont contre la réforme et demandent au gouvernement d'effacer son ardoise. L'actualité à l'étranger avec d'abord une visite surprise à Bagdad, celle du secrétaire américain à la défense, Donald Rumsfeld. Il est venu encourager la formation au plus vite d'une force irakienne au moment où les Américains font face à une recrudescence des attentats. Une démarche relayée au niveau diplomatique, à l'ONU. Et vous nous rejoignez, Thierry Tuillier, car on a le sentiment que la position américaine évolue sur l'Irak. On n'y arrive plus tout seul, c'est ce que semblent dire les Américains maintenant. Oui, c'est vrai, David. Ils ne veulent plus assumer seuls le fardeau de la sécurité en Irak. Mais est-ce pour autant un virage? Est-ce pour autant un revers pour les faucons de la Maison-Blanche? Ce n'est pas si sûr, car les États-Unis, c'est écrit dans le projet de la résolution, conservent le contrôle politique et militaire de l'Irak. Ils ne concèdent sur ce plan strictement rien. Autrement dit, l'administration Bush appelle à l'aide l'ONU, mais elle ne se résigne pas à partager le pouvoir en Irak. Mais on sait qu'en appelant à l'aide l'ONU, elle appelle notamment la France et l'Allemagne à envoyer des troupes. Quelle a été la réaction de Paris à cette nouvelle résolution? Écoutez, pour le moment, c'est non. Il n'est pas question d'envoyer des troupes en Irak. La France campe sur ses positions, même si elle ne veut pas engager de bras de fer avec les États-Unis. Bien au contraire d'ailleurs, le texte est considéré comme une base de départ, une base de discussion, mais pour Jacques Chirac, comme pour Gerhard Schröder, qui se rencontrait cet après-midi à Dresde, George Bush reste tout simplement dans une logique d'occupation de l'Irak. Il n'y a pas de rupture. Et il semble dire avec les Russes ce soir, encore un effort, messieurs les Américains. Merci Thierry. Et effectivement, nous avons reçu tout à l'heure cette déclaration de Jacques Chirac. On écoute le chef de l'État. La proposition de résolution telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous sommes prêts à l'étudier de la façon la plus positive, naturellement. Mais en vérité, elle nous paraît assez loin de ce qui nous semble l'objectif prioritaire, qui est le transfert de la responsabilité politique à un gouvernement irakien aussi rapidement que possible. En Italie, un nouveau rôle pour Silvio Berlusconi, le chef du gouvernement, qui est aussi président de l'Union européenne en titre, a tout de même trouvé le temps de sortir un disque des chansons d'amour, évidemment. À Rome, notre correspondant Gérard Grisbeck avec Dominique Merlin. C'était au temps où le Premier ministre chantait, c'était au temps du cinéma muet ou presque, comme disait le poète. Ces quelques photos de Silvio Berlusconi nous rappellent que l'homme a commencé sa carrière comme chanteur de charme et pianiste. Et le président du Conseil italien n'a rien oublié de cette période. Il l'a encore montré le week-end dernier en recevant le président russe, avec qui, paraît-il, il a poussé la chansonnette. Silvio Berlusconi en a fait un style de gouvernement. Il reçoit chez lui et mélange volontairement la politique et la convivialité. Mais l'homme ne se contente pas de chanter, il compose aussi, même l'hymne de son parti, Forza Italia. Le sourire, toujours le sourire, c'est son secret. Il aime se moquer. Lors d'un sommet européen, il fait les cornes au moment de la photo de famille. Cette fois, Silvio Berlusconi met la barre encore plus haut. Il sort un disque alors qu'il préside l'Union européenne, un événement pour le crooner napolitain qui a trouvé une deuxième jeunesse. Un succès, je ne sais pas, mais assurément, ce disque suscitera un grand intérêt. Aujourd'hui, tout est possible, on ne s'étonne plus de rien. Je ne sais si tu m'aimes comme avant, si tu es sincère comme avant. Ces paroles, extraites de l'album de Silvio Berlusconi, iront sans doute droit au cœur de ses partenaires européens. Faut-il imposer aux immigrés des cours de langue et d'instruction civique du pays d'accueil? La mesure est envisagée en Grande-Bretagne. La citoyenneté doit être méritée et non pas octroyée, explique le comité d'experts chargé par le gouvernement de faire des propositions. Alors on va voir dans un instant qu'en France, une expérience du même genre est en cours. D'abord le détail à Londres avec Laurent Boussier. Quelles sont les premières paroles de l'hymne national? Connaissez-vous le système démocratique du pays? Ou encore, quel est le statut de la femme en Grande-Bretagne? Voici à titre d'exemple quelques-unes des multiples questions auxquelles auront bientôt à répondre les candidats à un passeport britannique. Une sorte d'examen qui, associé à un niveau minimum d'anglais et une cérémonie officielle,
concernerait chaque année environ 100 000 personnes. Je veux insister sur le fait qu'avoir un passeport britannique, le droit de voter, de faire partie du pays est important pour tous ces gens, car tout cela permet de montrer leur engagement et accélérer leur naturalisation. Un test pour mieux s'intégrer. Dans ce quartier de Londres, à majorité bangladais, où tout, même les appels de la police, sont en 2 langues, on est plutôt pour. Je pense que c'est bien, car si on ne parle pas anglais, pourquoi vivre dans ce pays? Ils doivent se familiariser avec le passé, la culture, l'histoire du pays d'accueil. C'est un très beau pays. A priori, ceux qui échoueront à ce test ne seront pas expulsés du pays, simplement ils ne recevront pas le passeport britannique. Les autres deviendront sujets de Sa Majesté, avec, comme l'espère le gouvernement, le bagage nécessaire pour mieux s'intégrer. Alors la France est-elle sur le même chemin? Depuis le 1er juillet, en tout cas dans une dizaine de départements, un contrat d'intégration est proposé aux immigrés, non pas en vue d'acquérir la nationalité française, mais pour faciliter l'obtention d'une carte de séjour de 10 ans. C'est l'enquête de cette édition, elle est signée Stéphanie Lavoigneau, Carole Gréco. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, c'est tout. Le temps d'une journée, redevenir élève. Au programme, apprendre la France et les Français. Ces 18 étrangers ont signé le contrat d'accueil et d'intégration. Pour eux, instruction civique obligatoire. Oui, la démocratie. Mais les Anglais aussi, ils ont instauré la démocratie. Démocratie, république, liberté, des théories qu'il faut confronter à ses habitudes, à ses coutumes. Ce jour-là, le débat a très vite dérapé sur la question de l'éducation. Quand tu frappes, il a fait quelque chose, tu frappes, mais il fait pas, il rappelle pas. Ça dépend comment. Mais si tu peux pas le faire comme il dit monsieur, avec tu frappes et tout. Mais chez nous, tu as le droit, tu frappes, tu fais quoi, mais... Un jour, la police ramasse, il casse la voiture, il dit où le chauffeur. Mais moi, ce que je vous dis, je ne vais pas vous faire de la morale, vous êtes adulte, vous savez ce que vous allez faire, ce que vous faites avec vos enfants. Moi seulement, je vous explique le contexte juridique. En France, les lois sont faites pour protéger l'enfant. Marie Méricile Saint-Ville vient d'Haïti. Elle ne participe pas au débat pour une raison simple, elle parle à peine le français. Ça va, vous arrivez à comprendre? Non, je ne sais pas comprendre. Vous n'arrivez pas? Non. Apprendre le français gratuitement, c'est justement ce qui motive la plupart des signataires du contrat. Ce contrat engage d'une part l'État et d'autre part vous-même, avec des obligations réciproques. Des obligations, par exemple, assister à 200 heures de cours de français. Rachid Zaïdan, lui, pense d'abord à trouver du travail. C'est pour ça qu'il hésite à signer. Je veux chercher travail, c'est la première. Et après, je veux faire le cours parce que je veux travailler pour chercher un appartement parce que maintenant j'habite avec mon père. Elle sait déjà qu'elle ne signera pas. Cette mère de famille cherche un emploi. L'apprentissage du français et l'intégration attendront. Je n'ai pas signé le contrat parce que moi je me suis inscrite à l'ANPE. Donc je vais faire des formations au niveau de l'ANPE. C'est pour ça que je n'ai pas signé le contrat. Ici, vous mettez votre... Après quelques minutes de réflexion, Rachid Zaïdan finit par signer, même s'il n'est pas sûr d'assister à tous les cours. On ne sait pas trop quelles sanctions ça peut apporter de ne pas le signer. Pour l'instant, il n'y en a pas. Par la suite, il est possible que ça devienne obligatoire. Car pour obtenir un titre de séjour de 10 ans, la signature pourrait devenir indispensable. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement d'ici à 2006. Pour l'instant, on explique juste aux étrangers que signer ce contrat est plutôt bien vu dans les préfectures. Qui n'a jamais été agacé par le bruit pétaradant de certaines mobylettes ou scooters? Eh bien, à Lavore, dans le Tarn, la mairie a décidé d'employer les grands moyens. Les regroupements de plus de 2 cyclomoteurs pendant la soirée et la nuit seront désormais interdits. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Les soirs, ça pétarade dans les rues de Lavore. Les retraités qui prennent le frais sur la place disent le ras-le-bol de tous les riverains. Il faudrait que ça s'arrête, oui. Il y en a assez d'entendre ce bruit tous les soirs. Les routes de Lavore sont des autoroutes. C'est ni plus ni moins. Hein. On prend ça pour un circuit. Et on fait le tour des ronds-points et ainsi de suite. Ici, depuis le mois de mai, on dort fenêtres ouvertes. Et depuis ce temps-là, les plaintes s'accumulent. Tout l'été, les policiers ont contrôlé les pots d'échappement.
On les a invités à mettre les cyclos en conformité puis venir nous les présenter. Ceux qui n'ont pas compris et qui ont continué à tourner avec des cyclos non conformes, lorsqu'on a pu les intercepter, ils ont été verbalisés. Aujourd'hui, le maire va encore plus loin en interdisant aux jeunes de se retrouver à plus de 2 pour circuler après 22 heures. Je vous assure, ils ne supportent plus le bruit des cyclos la nuit comme ça quand vous êtes à 5, 6, 10 à tourner. Il faut éviter le pire. Ils ont créé des trucs pour nous aussi parce qu'ils ils ont fait un skatepark, il a été démonté, ils ont fait des trucs, ils font rien. Je sais pas, il n'y a rien d'autre à faire quoi. Et voilà quoi. Selon la municipalité, il ne s'agit pas d'imposer un couvre-feu, mais simplement de permettre aux habitants de dormir. Ceux-ci ne sont pourtant pas prêts de retrouver le calme, puisque la fête foraine s'installe pour tout le week-end. À propos de transport, ce nouveau procédé contre les fuyards expérimenté par la police. Il s'agit d'un tube en plastique qui se jette sous les roues, moins dangereux que la herse traditionnelle. Il permet de dégonfler les pneus sans les faire éclater. Amaury Guibert, Nadine Picard. Simulation de contrôle de police. Que faire si une voiture refuse de s'arrêter? Le principe est simple, jeter sous les roues du fuyard ce tube rempli de pointes. Voici l'une de ces pointes, elle est creuse, elle perce donc les pneus sans les faire éclater. Ces pointes creuses peuvent aussi équiper des herses plus statiques. Démonstration. On passe sur la herse, je ressens aucune perte du véhicule, mais par contre, très rapidement, le véhicule devient incontrôlable et je suis obligé de m'arrêter. Parce que sinon, si je tournais, par exemple, je n'arrive plus. Je suis incapable de suivre une route sinueuse. Le véhicule met à peu près 20 secondes à s'arrêter. Au moment où la voiture arrive, la pointe va pénétrer dans le pneu ou s'affaisser, et c'est ce qui explique qu'on les retrouve ici. C'est très intéressant parce qu'en matière de sécurité, ça permet qu'il n'y ait pas d'éjection comme ça pouvait arriver autrefois, et donc de fonctionnaires qui puissent être blessés. Il est sûr pour la sécurité des personnels, même pour la sécurité de la personne qui sera interpellée, parce que le véhicule n'a aucune chance de se renverser, les pneus vont être crevés, et donc le véhicule n'avancera plus. Les premiers tests ont été concluants, et les 2 dispositifs pourraient bientôt être généralisés dans toutes les unités de police. La polémique rebondit autour de la supposée momie de Néfertiti, la célèbre reine d'Égypte. Ce sont les Anglais qui avaient fait cette découverte. Aujourd'hui, les Égyptiens affirment qu'il s'agit d'un homme. Sophie Mézel. Le feuilleton continue avec à la clé une technique utilisée par les criminologues. Ultime argument proposé par les scientifiques anglais pour apporter la preuve que les traits de ce visage reconstitué sont bien ceux de Néfertiti, reine à la beauté légendaire, femme du pharaon Akhénaton, qui régna sur l'Égypte 14 siècles avant notre ère. Mais la comparaison n'est pas vraiment flagrante. Pourtant, les découvreurs anglais aimeraient y croire. La momie retrouvée cet été dans la vallée de Luxor en Égypte alimente depuis toutes les polémiques. Imposture scientifique ou réel espoir, l'équipe anglaise responsable de la découverte avance ses arguments. Hier, un lobe d'oreille gauche doublement percé et une perruque de style nubien retrouvée à côté de la momie, signes royaux selon elle. Aujourd'hui, elle ajoute des radiographies du squelette effectuées in situ. Pas forcément de quoi émouvoir les détracteurs, pour lesquels il pourrait s'agir de la momie d'un jeune homme. L'unique preuve incontestable serait un test ADN. Il faudrait alors effectuer des comparaisons avec l'ADN d'un proche de Néfertiti. Or, à ce jour, il n'en a été identifié aucun. Pour terminer, du kitsch et du loufoque avec Shirley et Dino, un duo d'humoristes corrosifs, improvisation, chanson, danse et même magie. Sophie Jouve, Mathieu Drejoux. Hey, c'est ma cousine, hein. C'est pas ma copine. Je le dis, on sait jamais. Hein. Ça peut intéresser. Shirley et Dino, 2 personnages échappés des années 50. Avec leur innocence, leur chamaillerie et leur numéro ringard, ils enchaînent les succès avec la même espièglerie. Bon ben on va aller chez lui. Hein. Bah oui, on le connaît un peu. Gilles et Corinne Bénizio ont fêté leurs 18 ans de mariage, mais sur les planches, ils préfèrent rester cousin-cousine. Moi j'en ai eu un cousin, mon cousin Michel. Je le salue. Donc il était plus grand que moi et en vacances il me faisait tout ce qu'on peut imaginer qu'un cousin fasse à cousine. Et je lui passais mon temps à lui dire mais arrête Michel. Je l'ai tout le temps dans l'oreille gauche qui parle comme ça là. J'ai l'impression qu'elle habite chez moi. Voilà. Qu'elle habite dans mon pavillon.
Ces deux-là renouent avec l'époque des branquignoles, de Monsieur Hulot, le bon vieux et tendre music-hall. Oui, c'est cette nostalgie-là. Il y avait des beaux moments d'humour sur scène. C'est ça que j'aime. L'invention, quoi. Chaque artiste avait sa façon de travailler et inventait un numéro suivant sa personnalité. C'est ça qui manque un petit peu. Décalés, ces amoureux d'Hollywood et de ses comédies musicales ont la passion du pastiche. 2 étoiles sont nées. Au Théâtre de Paris, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la rentrée politique de Nicolas Sarkozy. Alain Duhamel reçoit le ministre de l'Intérieur, noté à 20h55. Envoyé spécial avec un reportage exceptionnel, 24 heures dans un hôpital au moment de la canicule. On se quitte avec les images d'un exploit, celui de Keegan Rei. Cet Américain de 22 ans est paraplégique. Il a réussi l'ascension du mont Fuji au Japon, 3776 mètres d'altitude en 4 jours sur un fauteuil à 4 roues, un fauteuil spécial. Bon week-end, à lundi.